Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce huitième webinaire de la JE depuis le début de cette année. 20 ans après avoir mis en service la dernière centrale nucléaire du plan Mesmer, initiée en 1973, EDF tente de relancer en tout cas un nouveau programme électronucléaire. Pour le moment, la jauge est bien plus modeste qu'en 73. Il s'agit de bâtir dans un premier temps 6 tranches d'un réacteur nouvelle génération, le PR2, et 8 autres réacteurs pourraient être construits par la suite, sachant que on n'envisage pas que les premiers mégawattheures soient injectés sur les réseaux de transport avant 2040 maintenant. Alors, reste à savoir comment financer un tel chantier. À l'instar de la première génération de l'EPR, le coût de ses cousins ne cesse de grimper, on l'a vu encore ces derniers jours, et les dates de mise en service s'éloignent de semestre en semestre. Des conditions qui sont a priori totalement inacceptables pour les investisseurs privés, et beaucoup de ceux que j'ai interrogés me confirment ça. Alors, comment une entreprise publique surendettée, 54 milliards aujourd'hui, pourrait-elle se payer 6, 8, 14 réacteurs qui, pour le moment, en plus, n'existent que sur le papier? Question qui se pose aussi pour la poursuite de l'autre programme nucléaire mené par EDF au Royaume-Uni, qui porte pour l'instant sur une paire de PR1 cette fois, et qui doit se prolonger avec la construction de la centrale nucléaire de Sizewell C, qui comportera en principe 2 réacteurs, EPR1 ou 2, je ne sais plus. Voilà, donc pour tenter de répondre à toutes ces questions, l'AJE convie Patrice Geoffron, un professeur d'économie bien connu des membres de l'AJE, qui dirige le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. Patrice Geoffron, you have the floor. Ok, merci beaucoup Valérie de la réinvitation. Je ne sais pas si c'est lié à l'intérêt de ce que j'ai pu dire la dernière fois ou pour m'entendre de vive voix cette fois. Vous rappeliez mon extinction. On s'était vu d'ailleurs, je me demande si on s'était pas vu au cœur alors je me souviens plus si c'était au cœur d'une guerre ou au cœur d'une crise sanitaire, en tout cas dans des moments assez troublé. Et le contexte là est un peu plus propice à essayer de réfléchir tranquillement à une question qui est sacrément compliquée, hein, finalement plus compliquée que la précédente, et dont, premier élément, je suis pas un spécialiste très pointu, mais ça m'a intéressé de mettre un peu les mains dans le cambouis. Alors notamment parce que le centre que je dirige à l'heure actuelle a été créé il y a une bonne quarantaine d'années par André Giraud, qui dit peut-être ou pas quelque chose à certains d'entre vous. André Giraud, il a été ministre sous Giscard. Il s'est trouvé placardisé en 1981, donc il est venu à Dauphine, qui était à l'époque une terre d'asile. Et puis il est redevenu ministre ensuite, mais c'est quelqu'un qui, dans la filière nucléaire, a eu une Ok, importance, oui. notamment en étant à la tête de la COGEMA et au CEA, etc., etc. Donc j'ai déjà des archives assez intéressantes sur les réflexions qui étaient conduites à cette époque. Alors, centre de recherche aujourd'hui est centré sur les questions de changement climatique, la question relative au nucléaire étant une toute petite partie de notre programme de recherche, mais ce qui me conduit néanmoins à faire partie du conseil scientifique du CEA, où on parle de tas de choses et finalement pas uniquement très loin du nucléaire. Je suis aussi membre du conseil scientifique d'Engie, et donc ce qui permet d'avoir un panorama assez large sur les réflexions, disons, sur les technologies de décarbonation. Et donc, peut-on financer un nouveau cycle du nucléaire, alors qui évidemment est une grande affaire en France? Première observation peut-être, si on regarde historiquement le modèle mondial, ce qui est chez nous, donc là c'est le modèle énergétique mondial, on est en énergie, pas en électricité, et donc si on regarde les tout petits trucs qui sont en haut, les renouvelables, l'hydro, le nucléaire, etc., la grande affaire française est une petite affaire à la maille mondiale. Évidemment, j'ai volontairement mis les choses en perspective de manière tout à fait spectaculaire et avec ce qu'il faut de mauvaise foi. Évidemment, chez nous, ça compte, et ça compte chez nous d'autant plus en Europe, compte tenu à la fois des ambitions en matière de décarbonation, du Fit for 55, où, bon, évidemment, c'est après-demain, donc le nucléaire, le nouveau nucléaire ne pèsera pas ou assez marginalement, hein, si commence à être connecté au réseau à la mi-année, hein, si j'ai bien compris les toutes dernières nouvelles.
Mais donc le premier point, simplement pour rappel, ce qui va nous occuper dans l'heure et demie à venir à peu près est à la maille mondiale une affaire qui est dans le paysage pour ce qui est de la transition et de la lutte contre le changement climatique, mais qui ne va pas tout surdéterminer. Une autre manière de le dire, c'est d'essayer de regarder les sources actuelles d'électricité décarbonée. L'hydro domine, le nucléaire évidemment est important, mais on sait bien que l'électricité n'est qu'une part importante, évidemment, et qui a vocation à le devenir de plus en plus, mais tout de même, au global, très minoritaire, hein. Pour avoir un ordre de grandeur, en France, c'est 25% de nos usages qui sont couverts à l'heure actuelle par l'électricité. Donc, à nouveau, considérons que cette affaire est importante pour différentes raisons. Évidemment, au regard des risques liés au nucléaire, au regard de la singularité de ce type de projet, de la nécessité de se projeter dans le temps long et toutes les difficultés sur lesquelles ça ouvre du point de vue des modèles de financement, mais gardons-nous d'un biais qui peut être un biais français, consistant à dire que la transition énergétique devra se faire impérativement par le nucléaire. Et bon, voilà, donc le champ évidemment est plus ouvert et plus complexe dès lors qu'on sort de France. Et on verra également qu'en France, et c'est ce que nous dit RTE, il y a une slide sur ce point un peu plus loin, on va avoir besoin de plus d'électricité et on va en avoir besoin à très court terme. Et dans le très court terme, c'est pas le nucléaire qui va nous la fournir. Historiquement, et c'est ce que Valérie disait tout à l'heure implicitement, voilà, il y a eu un grand cycle avec voilà, une impulsion qui est donnée timidement à l'après-guerre, mais qui augmente notamment sous l'effet des chocs pétroliers. Donc il y a une première détermination aux investissements faits dans le nucléaire, qui est plutôt la sécurité d'approvisionnement, et c'est dans cet esprit que le programme français est lancé aux États-Unis par ailleurs. Et puis il y a voilà un affaissement, un petit rebond, mais qui permet pas d'envisager les objectifs fixés au nucléaire dans un certain nombre de scénarios. On verra un peu plus loin, notamment le scénario net zéro de l'AIE. Donc, grosso modo, ça mijote et avec une incertitude technique slash technico-économique sur la soutenabilité du nouveau cycle. Valérie, il n'y a pas de règle, enfin de mon côté, il n'y en a pas en tout cas, donc on m'interrompt autant que de besoin, hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais Hein. pour Et l'instant, tout voilà. est Bon, très clair, me semble-t-il. voilà. Bon, pour être moins je parle, mieux c'est. Donc n'hésitez pas. Alors bon, une fois qu'on a dit ça et qu'on considère que on est plutôt dans un entre-deux nucléaire et avec beaucoup de questions, notamment liées pas simplement aux difficultés qu'on va toucher du doigt sur les incertitudes techniques et technico-économiques sur le nouveau cycle, mais c'est le fait que lorsqu'on voulait massivement dans la deuxième partie du XXe siècle accélérer un processus de production d'électricité décarbonée, même si ça n'était pas, en tout cas ne faisant pas appel à des énergies fossiles. On avait l'hydroélectricité qui a été assez largement développée, et puis par ailleurs le nucléaire, alors qu'aujourd'hui on a tout un bouquet qui est très très large. Et il me semble, première observation qui est clé à mes yeux, que la difficulté du nouveau cycle du nucléaire, c'est pas simplement son impulsion, c'est le fait qu'on est en présence de gros objets, en tout cas pour les EPR et les EPR2, à la différence des SMR, on dira peut-être quelques mots à la toute fin des SMR, mais qui ont vocation à fonctionner jusqu'à la fin du siècle, hein. C'est à peu près l'ordre de grandeur, enfin une soixantaine d'années, peut-être plus, compte tenu du niveau de sûreté qui est requis. Et donc ces gros objets vont se retrouver, plus on va avancer dans le siècle, en concurrence, dans une concurrence très darwinienne probablement, avec des tas d'autres technos de décarbonation. Et donc on a une problématique et pas simplement d'impulsion, mais de soutenabilité économique sur l'ensemble du cycle. Alors, il n'en reste pas moins qu'on a un gros problème, et ce problème, évidemment, il ne faut pas le perdre de vue, c'est la manière dont on peut essayer de s'aligner. Vous connaissez probablement ce rapport annuel de l'ONU sur le gap en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on regarde schématiquement les politiques en cours qui sont au-dessus ou les différents engagements qui sont pris dans le périmètre des COP, mais sous réserve de mise en œuvre,
Et puis, ce qu'il conviendrait de faire, alors avec une marge d'incertitude certes, mais on est bien en dessous pour essayer de se rapprocher de l'objectif du 2 degrés, comme vous le savez, qui est la borne haute de l'accord de Paris, et mieux encore, voilà, d'être quelque part en dessous et possiblement à proximité du 1,5 degré. Donc, il y a un gap qui est extraordinaire, qui ne se réduit pas. Et en ayant à l'esprit que le CO2 qui est dans l'atmosphère, la différence du méthane, il a vocation à y rester pour les siècles des siècles, en tout cas avec une décroissance qui est assez lente. Donc tout le retard qui est accumulé à l'heure actuelle a de fait son importance. Il y a derrière tout ça un coût caché de l'inaction qui est extrêmement élevé. Et donc ça veut dire que toute la question, elle est également relativement au nucléaire, de savoir quelle part le nucléaire peut prendre dans cette réduction du gap et à quel horizon. Si on veut avoir un ordre de grandeur, le scénario net zéro de la l'AIE nous dit qu'il faudrait doubler les capacités nucléaires d'ici 2050. Et puis, vous avez vu qu'à la COP, une coalition s'est formée, l'appelant à la tripler. Donc, ça pose évidemment toute une série de questions de faisabilité sur lesquelles on va venir ensuite. Mais à l'évidence, ça ne permettra pas, dans la décennie 2030, et même là, à l'horizon, qui est l'horizon de ce graphe, de contribuer à la résolution, à la réduction du gap, puisque voilà, il faut imaginer euh, une cavalerie qui arriverait un peu tardivement par rapport aux besoins, hein. Il y a aussi, on a une problématique, disons, de concordance des temps. Alors qui ne doit pas conduire à mettre de côté le nucléaire, mais qui en tout cas ne doit pas conduire à considérer que le nucléaire est susceptible de changer la donne à l'horizon auquel il convient d'agir là pour réduire ce gap. Et c'est d'ailleurs en substance ce que nous dit RTE. RTE, dans ses scénarios en 2021 et donc ses projections dans un univers qui est plus électrifié, eh bien, dans la plupart des scénarios, RTE nous dit qu'il nous faut à la fois massivement plus de renouvelables et puis par ailleurs, il nous faut plus de nucléaire. Ce qui nous conduit de fait à être dans une problématique un peu différente de ce qu'il en était au XXe siècle sur l'opposition entre le nucléaire et le renouvelable. En tout cas, pour un pays comme la France et compte tenu de nos ambitions, on va avoir besoin, enfin, le fait de réfléchir sur un nouveau cycle d'investissement dans le nucléaire ne doit pas nous conduire à considérer on va réembrayer sur un modèle qui va ressembler à celui initié au XXe siècle. On s'en sortira pas sans plus de renouvelables massivement à court terme. Alors si on regarde un peu le passé, et c'est important voilà, par rapport au référentiel qui est là, qui sont des milliards de tonnes de CO2, eh bien, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, entre eh bien, les origines du cycle d'investissement précédent et à peu près aujourd'hui, en tout cas en 2020, on a évité globalement de l'ordre de 60 milliards de tonnes de CO2. Alors c'est à la fois beaucoup et c'est pas non plus totalement déterminant. 60 milliards de tonnes de CO2, c'est ce qu'on émet à l'heure actuelle en équivalent CO2 sur une année. Ce qui est intéressant, c'est de regarder dans tout ça, et ça nous rapproche de considérations françaises, l'Union européenne, donc on est à peu près au doigt mouillé à 20 milliards, et sur ces 20 milliards, il y a à peu près 10 milliards relatives, si on regarde le poids à la louche hein, du parc électronucléaire français à l'intérieur de l'Europe, on peut se prévaloir d'avoir évité de l'ordre de 10 milliards de tonnes de CO2. À l'heure actuelle, les émissions françaises sont aux alentours de 400 millions de tonnes. Si on essaie de faire une moyenne avec le passé, disons 500 millions de tonnes, et ça facilitera une division. Donc ça représente à peu près l'équivalent de 20 années d'émissions pour la France. Donc conclusion d'étape, en tout cas point d'attention un peu contrasté. À la maille mondiale, ça a pesé, disons, très, très modérément dans l'histoire de France, si on peut dire, l'histoire de France énergétique et climatique. Ça a été tout de même un déterminant. Je saute une slide. Vous connaissez peut-être la carte qui est représentée là et qui est mise à jour en temps réel. Donc c'était ce matin une capture d'écran de ce qu'était la situation. Donc en France, on devait être aux alentours de 30 grammes de CO2 par kilowattheure. En Allemagne, 250 à 300. On est généralement, en moyenne, il y a un facteur plutôt 5-6. Et puis en Pologne, on est plutôt aux alentours d'un facteur 10
en moyenne. Donc voilà, tout ça s'accumule au fil du temps. Alors on est un peu en dessous de ce que sont les systèmes les plus performants qui sont dans le nord de l'Europe, mais de fait c'est un élément de différenciation, notamment par rapport à nos voisins qui ont une base industrielle importante. Je pense à l'Allemagne et je pense à l'Italie. Donc c'est une manière d'inscrire un peu cette problématique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Je faisais référence tout à l'heure, il y a quelques minutes, au scénario net zéro de l'AIE. L'AIE nous dit, je vais plutôt aller à la suivante qui est plus claire, voilà, nous dit il faudrait multiplier la capacité d'un ordre 2 d'ici 2050, mais l'AIE nous dit qu'il faudrait multiplier d'un ordre 3 d'ici 2030 les capacités de renouvelables, avec une possibilité d'action à court terme qui est essentielle dans une course contre la montre. Et puis, à l'horizon 2050, on est plutôt là dans un facteur 10. Alors, avec à la clé des investissements dans les réseaux, tout ça venant se substituer à des investissements dans les fossiles. Voilà, et en termes de chronique d'investissement, de retrait à la fois des centrales et puis de capacité additionnelle, à nouveau dans ce scénario, qui est un scénario normatif, hein, le scénario net zéro, il est destiné à expliquer des différentes combinaisons de technos qui sont compatibles, enfin qui doivent conduire à un monde à 1,5 degré. Voilà, donc tout ça n'est pas prédictif, c'est un scénario qui est normatif. Donc multiplié par deux, l'appel, gardons à l'esprit l'appel de la COP28 plutôt à multiplier par trois, le x2 étant d'ores et déjà, il me semble, un tour de force technico-économique, mais en considérant que tout ça ne résoudra pas l'intégralité du problème et doit être associé à un triplement à court terme des renouvelables et à un décuplement à plus long terme. Alors, une bonne manière d'essayer de comprendre la problématique, le dilemme et peut-être la malédiction du financement de ces projets longs, on peut essayer de le comprendre en faisant quelques calculs de coin de table de la manière suivante. Donc ici, vous avez différentes projections, l'une qui est modérément ambitieuse et l'autre qui est très ambitieuse. Et la très ambitieuse, donc alignée sur le scénario du 1,5 degré, peut permettre d'envisager, donc avec les investissements additionnels, d'éviter 90 milliards de tonnes de CO2 d'ici 2050, entre 2020 et 2050. Bon, globalement, rien d'extraordinairement impressionnant, hein. C'est un peu au-dessus de ce qui a été fait auparavant. Alors évidemment, sur une période qui est plus courte, de 30 ans. Là, on est sur 30 ans, alors que là, on était sur entre 1970 et 2015. Donc on est sur plus d'une cinquantaine d'années. 2020 même sur une soixantaine d'années. Et donc, euh, toute la question, elle est de savoir quel type d'acteur finalement peut tirer parti des coûts évités par ces émissions de CO2. Vous avez peut-être vu les travaux de France Stratégie qui sont mis à jour assez régulièrement et qui nous disent que la valeur tutélaire du CO2, c'est-à-dire les coûts d'une tonne de CO2 émise, en 2030, c'est 250 euros. En 2040, c'est 500 euros la tonne, donc des dégâts globaux d'une tonne de CO2 émise. Et en 2050, eh bien, on est aux alentours de 750 euros la tonne. Alors, ce n'est pas le prix du CO2 tel qu'on pourrait l'avoir sur le marché européen, hein, ce sont les coûts liés à une tonne de CO2. Donc, ça veut dire également que c'est la valeur d'une tonne de CO2 qui est évitée. Et donc, on pourrait essayer de faire un petit calcul suivant. 90 milliards de tonnes de CO2 évitées. Prenons un prix qui est plutôt une valeur, puisqu'on est là sur des milliards de tonnes de CO2 accumulées au fil du temps. Donc, au total, on peut espérer éviter 90 milliards de tonnes. Si ces 90 milliards de tonnes, on les valorise, disons, à 300 euros la tonne, pour les coûts évités moyens peut-être sur la période,
eh bien, 90 milliards multipliés par 10 font 900 milliards, multipliés par 100 font 9000 milliards, et ces 9000 milliards, vous les multipliez par 3, ça doit nous faire 27 000 milliards. J'ai fait le calcul juste avant et de tête, donc même si je m'étais trompé d'un zéro, on a là des valeurs qui sont assez considérables, mais, et ça nous ramène au point de départ et à la manière dont Valérie a introduit notre discussion, enfin qui pour l'instant est un monologue, n'hésitez pas. Toute la question, c'est qui peut capturer une partie de cette valeur, à l'évidence pas les investisseurs privés, donc c'est la raison pour laquelle je parlais de malédiction. Alors cette malédiction, elle est pas totalement spécifique au nucléaire, parce que finalement, on pourrait tenir le même discours. D'ailleurs, tenons le même discours pour l'éolien, le photovoltaïque et pour toutes les technologies décarbonées. À la différence qu'on est sur des progrès, des projets qui sont plus courts et qui, de fait, d'ores et déjà, pour l'éolien onshore, de plus en plus offshore et pour toutes les formes de photovoltaïque, on a des technos qui sont très matures. Et donc, on va se retrouver, et c'est le point que je développerai un peu plus loin, avec un coût du capital qui est bien plus réduit, et puis des incertitudes diverses sur le développement du projet qui sont évidemment pas du même ordre. Alors, lorsqu'on essaie de regarder également qui peut capturer la valeur, une manière de considérer la question, c'est par exemple le degré d'indépendance que nous a conféré le nucléaire relativement à certains de nos voisins, et on pense évidemment aux Allemands et aux Italiens tout particulièrement, et puis plus encore à d'autres pays qui sont à l'Est, mais on peut se comparer en termes de structure économique plus ou moins avec les Allemands et les Italiens, donc ça nous a conféré un degré d'indépendance. Alors, euh, j'imagine que beaucoup d'entre vous sourient parce que, manque de bol, au moment où nous aurions dû tirer le maximum de bénéfices de ce degré d'indépendance, et EDF aurait dû gagner beaucoup, beaucoup d'argent durant cet hiver tragique entre 2022 et 2023. Il y a une partie du parc électronucléaire français, pour les raisons que l'on sait, de corrosion sous contrainte, qui est tombée entre guillemets en carafe, de telle manière qu'au pire moment, encore une fois, on n'a pu tirer ses bénéfices. Mais de fait, le rebond s'est opéré durant l'année 2023. Et gardons à l'esprit que cette indépendance, elle a également une valeur assurantielle au regard des coûts à venir dans un monde très, très complexe. Dans le domaine des énergies fossiles, on est tout de même là un agglomérat de vieux pays émergents qui ont cramé à peu près tout leur pétrole et tout leur gaz, et donc qui sont terriblement dépendants dans ce domaine, et ces mondes ne sont pas des mondes dans lesquels nous avons uniquement des amis. Le gaz naturel américain, cette espèce de plan Marshall qui s'est organisé, eh bien, nos amis américains ne nous ont pas vendu le gaz à prix d'amis, ni même les Norvégiens d'ailleurs. Et il y a de bonnes raisons d'imaginer que si Trump, par malheur, revenait au pouvoir, le gaz naturel pourrait être, je vous donne la parole dans un instant, pourrait être un des termes de la pression sur l'OTAN par ailleurs. Oui, pardon, Dominique. Non, non, je disais, il va y arriver. Ah, il va y arriver, oui, 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 on est. Bon. En tout cas, juste pour continuer autour de cette incise, euh, euh, je pense que ça doit nous conduire très profondément à réfléchir au fait que la stratégie usuellement placée sous l'égide, si on peut dire, de la décarbonation et donc de la volonté des Européens de prendre leur part dans la lutte contre le changement climatique, foncièrement désormais doit être présentée comme une espèce de lutte de sauvegarde et de sécurité collective, compte tenu encore une fois de nos dépendances à l'égard des importations. Enfin, on s'est coupé avec la Russie du premier fournisseurs de gaz, de pétrole, de charbon, même si la question du charbon est assez marginale. Et à l'heure actuelle, la carte permet pas de le voir, mais enfin, une partie du gaz qui nous arrive, bon, si je mets de côté ce qui nous vient des États-Unis, doit traverser en venant du Qatar le détroit d'Ormuz, doit remonter par la mer Rouge, et donc on est il y a une forme de militarisation des flux
de pétrole, de gaz qui arrivent jusqu'à nous, en tout cas avec des points de tension bien plus élevés que ça n'était le cas auparavant, et donc ça doit nous conduire d'autant plus à aller de l'avant. Et donc tout l'espèce de backlash là qui se présente à quelque encablure des élections européennes et consistant à dire qu'il est urgent d'attendre, enfin, il est totalement fou d'attendre. Vous avez peut-être vu les travaux de Bruegel, le think tank basé à Bruxelles, qui a évalué les coûts pour la collectivité européenne des boucliers tarifaires et des différents amortisseurs qui ont dû être mis en œuvre en 2023. C'est 700 milliards d'euros, les Britanniques compris, pour les besoins du calcul. Et la Cour des comptes a rappelé pour la France tout récemment que le coût avait été exorbitant, faute de parvenir à avoir voilà, un soutien qui soit plus affiné selon les catégories de consommateurs. Je referme cette parenthèse. Tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est le contexte dans lequel se situe à la fois ce débat sur le nouveau cycle d'investissement dans le nucléaire, mais globalement dans les technologies décarbonées et l'impératif de déploiement rapide de renouvelables. Pardon, il y avait peut-être une question. Non, donc je poursuis. Alors, cette problématique du nouveau nucléaire, il faut la resituer dans les travaux assez remarquables, me semble-t-il, qui ont été faits par RTE, qui est tout de même allé clarifier ce débat sur nos besoins à venir. Et donc, RTE, grosso modo, nous dit la chose suivante. On a devant nous l'impératif de vivre dans un monde qui sera plus efficace en énergie, hein. Vous avez les unités, pardon, vous avez les unités d'énergie. Donc les térawattheures sont c'est l'ensemble de nos consommations énergétiques. Et en bas, on a ce qui correspond à la partie électrique. Et donc la perspective dans laquelle se situe RTE, c'est un monde qui est plus électrique, dans lequel on passerait d'à peu près 25% de nos besoins fournis par le secteur électrique à un peu plus de 50%, tout en étant placé voilà, sous l'injonction d'être globalement plus efficace. On passerait une consommation qui a eu un pic au début des années 2000 de 1800 TWh à 1100 TWh en 2050. Et ce que nous dit RTE dans ces différents scénarios, RTE nous dit qu'il y a différentes manières d'y parvenir. Euh, mais si je dois résumer, en tout cas dans les scénarios centraux qui sont les plus robustes en termes technico-économiques, on a besoin à la fois de plus de nucléaire enfin, d'un nouveau nucléaire pour prendre le relais du parc actuel notamment, mais on a également besoin, et à très court terme, de significativement plus de renouvelables. Et l'un venant prolonger l'effort qui doit être amorcé, mais la politique publique dans ce domaine n'a pas clarifié les choses ces temps derniers, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, vient prendre le relais des investissements à réaliser en matière de renouvelables. Alors tout ça destiné à couvrir des transferts d'usage assez massifs du véhicule thermique vers le véhicule électrique, le déploiement des pompes à chaleur permettant d'utiliser notamment moins de gaz pour les besoins domestiques en particulier, et puis des perspectives, sinon de réindustrialisation, en tout cas de transition verte de l'industrie, de décarbonation de l'industrie via des électrolyseurs, etc., etc. On va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité, et c'est une perspective dans laquelle on se trouve d'ailleurs terre entière. Cette transition énergétique est une transition, intimement une transition électrique dans la plupart des parties du monde. Alors, dans le même temps, ce que nous a dit RTE, c'est voilà à peu près les coûts de production qu'on peut imaginer. Alors, avec deux enseignements qui nous sautent aux yeux. Premièrement, eh bien, le nouveau nucléaire, et je vais revenir sur les coûts du nouveau nucléaire juste ensuite, mais en tout cas, si on prend au pied de la lettre ce que nous dit RTE, eh bien, le photovoltaïque au sol, le photovoltaïque sur grande toiture, l'éolien en mer flottant, voilà, tout à peu près est moins cher que le nouveau nucléaire. Comme ce nouveau nucléaire tel qu'il a été, tel qu'il apparaît là dans ses calculs, il a fait l'objet de réévaluation depuis, avec le plus 30% qui a été mis dans le débat public
au mois de mars, on est encore au-dessus. Donc la question de la rentabilité comparativement de l'investissement dans le nucléaire, eh bien, comparativement à peu près tout le reste, à l'exception du photovoltaïque sur petite toiture, donc pour de l'autoconsommation, mais ça, finalement, c'est pas très problématique parce que là, on a voilà, des ménages qui peuvent être plutôt aisés et donc qui acceptent finalement un surcoût pour différentes raisons. Mais pour le reste, eh bien, on ne peut pas dire en première analyse que ce soit la compétitivité du nouveau nucléaire qui, dans l'état actuel des choses, permet d'imaginer de faire la différence. Alors cela dit, cela posé, il faut creuser un peu parce que les données qui sont là sont des données voilà, d'injection sur le réseau. Et à ces données d'injection sur le réseau, si on veut avoir, je reviens un peu en arrière, désolé, un système qui fonctionne, etc., eh bien, il faut parvenir à faire système. Et donc, faire système, eh bien, c'est prendre en considération à la fois les coûts de production, mais également la manière dont, à l'intérieur d'un système, il va falloir combiner différents moyens de production de telle manière à ce que, lorsqu'on se réunit à 11 heures pour faire un séminaire par Zoom, on a la bonne garantie d'avoir le niveau, l'électricité qui soit disponible. Et Patrice, je tout, vous interromps juste un oui, instant pour oui, avoir une précision quant au coût de votre précédent slide. oui. Si l'on se réfère si l'on regarde le nouveau nucléaire, il est évident que le coût indiqué sur cette diapo ne prend pas en compte ni les frais intercalaires, ni les coûts de combustible, ni les coûts de démantèlement. Alors si, Si. euh, si, mais à l'évidence, donc c'est le rapport RTE 2021 et vous avez bien compris que je prends un recul critique relativement à ce qui nous a été dit alors, parce que il s'avère que tous les éléments qui sont apparus depuis, notamment l'évolution des coûts des matériaux, font qu'on est là dans une... Enfin, comment dire? Il y a une marge d'incertitude qui est présentée là et qui va à peu près, disons, de 60 à 80, et il y a de bonnes raisons d'imaginer que la réalité se situe au-dessus, compte tenu des éléments qui ont été apportés depuis. Mais on va y venir ensuite parce que derrière tout ça, ce qui va surdéterminer pas mal de choses, c'est le coût du capital. Et d'ailleurs, je vous renvoie, il y a eu pas mal d'éléments mis dans le débat public ces derniers jours, notamment le travail de Greenpeace que j'ai regardé un peu rapidement, qui lui met en avant des coûts bien plus élevés, des coûts bien plus élevés. Et donc, moi, cette slide, elle est simplement euh, posée là de telle manière à dire que même au travers de l'évaluation d'RTE en 2021, et le rapport RTE, il fait référence, en tout cas pour ce qui est des scénarios, eh bien, la compétitivité du nouveau nucléaire, lorsqu'on l'évalue au travers de l'électricité, du kilowattheure, en l'espèce ici du mégawattheure délivré, eh bien, elle se compare en tout cas très différemment de ce que ça pouvait être au XXe siècle. Donc, on a un avantage compétitif qui est discutable, on va le dire comme ça, mais qui doit être replacé dans une vision systémique dans laquelle d'autres facteurs vont entrer en ligne de compte. Les éléments liés à la flexibilité qui va être requise pour si on est dans des systèmes qui sont dominés par les renouvelables. Alors bien évidemment, chez nous, on n'aura pas une dominance, une domination des renouvelables, mais comme ça va être le cas chez nos voisins, si on rajoute massivement des renouvelables non pilotables en France, si on allait vers des systèmes qui sont 100% renouvelables, eh bien, la question du besoin de flexibilité pour l'ensemble du système au niveau européen se posera d'autant plus, hein, puisque aucun de nos voisins, à l'exception des Britanniques avec lesquels nous sommes interconnectés, de toute façon, ne vont mettre en œuvre massivement du nucléaire. Il y a un autre élément qui est là et qu'il faut aussi considérer, qui me paraît important lorsqu'on regarde dans le détail les scénarios d'RTE, notamment il y a un scénario qui est 100% renouvelable, c'est la question du foncier.
Un élément qui est extrêmement important, c'est finalement notre capacité en France, alors non pas simplement au plus haut niveau de l'État, à impulser une politique publique qui soit claire pour déployer les renouvelables et le moins qu'on puisse dire, en tout cas personnellement, j'ai pas été aveuglé par cette clarté jusqu'alors, mais également localement à organiser le débat public, l'acceptabilité et à mobiliser le foncier de telle manière à déployer en particulier de l'éolien, hein, qui est plus efficace encore que ne l'est le photovoltaïque. Et donc c'est un débat qui est un débat complexe. Et à cet égard, le nucléaire, et y compris le nouveau nucléaire, présente un avantage en termes de diversité, de densité et donc de faible mobilisation du foncier qui doit également être mis en balance pour comprendre voilà, globalement ce qui se joue. Et puis évidemment, l'autre élément, il est que jusqu'alors, et sans doute pour un moment, on n'aura pas d'électricité photovoltaïque la nuit. Quand je dis sans doute pour un moment, tant qu'on n'a pas des moyens de stockage qui permettent bah, notamment de pouvoir utiliser en soirée, ça pourrait être le cas à l'avenir avec des dispositifs de type véhicule to grid dans lequel on utiliserait les batteries des véhicules électriques, mais ça suppose un déploiement massif et on n'en est pas là. Voilà, il me semble que c'est également dans le contexte, disons, d'une gestion systémique du système électrique, ce qui doit être le cas, qu'il faut présenter la problématique des investissements en matière de nucléaire. Alors, normalement, on nous a expliqué que ça devait marcher comme ça. Donc, on a là une période de développement et on a un first of a kind, une tête de série. Là, et donc, après la tête de série, on devrait avoir des apprentissages rapides et puis une courbe qui ressemble à ça. La tête de série aurait pu être le, l'EPR finlandais qui aurait dû nous apprendre beaucoup de choses et voilà. La réalité, elle est plutôt comme ça. Elle est plutôt comme ça. On a alors il n'y a pas que des EPR là-dedans, mais en tout cas, on a, disons, des investissements, enfin des réacteurs qui vont entrer dans ce cycle de la nouvelle génération d'investissement. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois des coûts qui explosent sans aucune exception, si ce n'est en Corée, un cas, à vrai dire, que je ne connais pas bien. Et puis, on a des délais qui augmentent, et en particulier, on a des délais qui ont augmenté spectaculairement pour les EPR. Donc la question qui se pose assez légitimement, c'est de savoir, bon, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y aura une courbe d'apprentissage, et c'est ce qu'on observe partout dans l'industrie, mais il y a des doutes sur le fait que la courbe d'apprentissage va ressembler à ça. Et qu'on pourrait obtenir voilà, une décroissance en passant du premier au deuxième. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que pourrait être le deuxième EPR, si on peut dire, pris en exemple et pouvant bénéficier, parce que finalement, on aurait pu imaginer qu'entre le projet finlandais et le projet français, il y ait déjà des effets d'apprentissage, en tout cas qui n'apparaissent pas là. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les quatre premiers EPR sont tous à peu près des têtes de série et on n'a pas observé, en tout cas pas de manière aveuglante jusqu'alors, cette courbe d'apprentissage. Et donc la difficulté, c'est qu'il est possible que la courbe d'apprentissage, elle ressemble plutôt à ça et qu'elle ait une pente moins forte et ce qui nous ramène eh bien, à ce que j'indiquais précédemment sur la marge d'incertitude qui est sans doute beaucoup plus importante que ce qui apparaît là sur les coûts du nouveau nucléaire. En gardant à l'esprit, hein, j'insiste sur ce point, que les coûts faciaux tels qu'on peut les avoir là, c'est-à-dire le moment où chacun de ces dispositifs techniques va se connecter sur le réseau ou à la maison directement pour le photovoltaïque sur petite toiture, il faut ramener ces coûts au coût de système. Donc, qu'est-ce que ça va demander en termes de développement de réseau? Les développements de réseau, nous dit l'AIE par ailleurs, euh, pardon, excusez-moi.
va supposer également des investissements massifs, bah, notamment pour accompagner le déploiement des renouvelables. Et puis, on va devoir garder des centrales thermiques en backup pour un certain temps, peut-être à l'avenir des centrales thermiques avec du gaz vert ou de l'hydrogène, hein. C'est la perspective dans laquelle l'Allemagne se situe. Mais ces gros objets techniques que sont ces centrales, eh bien, elles ont vocation à fonctionner de manière de plus en plus épisodique, voilà, à mesure du déploiement des renouvelables. Ce qui est une manière de dire qu'encore une fois, la comparaison faciale des coûts en sortie de centrale, si on peut dire, est assez délicate si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces éléments. Et puis également, et pour ce qui nous concerne tout particulièrement en France, la problématique du foncier, qui est une problématique assez singulière parce que on est parmi les pays, enfin, on est le plus grand pays d'Europe et parmi les moins denses. Je crois il y a simplement, me semble-t-il, l'Espagne qui est moins dense que nous, et on est parmi les pays à l'intérieur desquels la difficulté de déploiement, enfin en tout cas d'organisation du débat public autour des renouvelables et l'acceptabilité des renouvelables a le plus patiné jusqu'à maintenant, y compris pour l'éolien offshore, hein, qu'on s'apprête à implanter plus loin des côtes de telle manière à le rendre moins visible, mais avec une augmentation des coûts dans ce type de contexte. Bon, je vous passe un certain nombre de slides que vous regardez peut-être à tête reposée sur la manière finalement de passer les différents leviers susceptibles d'être activés pour passer d'une tête de série à eh bien, un réacteur qui aurait tiré l'ensemble des bénéfices de l'apprentissage. Observons simplement, sans entrer dans les détails, mais en regardant simplement les différentes couleurs, que tout ça va supposer la mise en œuvre de toute une série de décisions qui relèvent pas simplement de l'ingénierie, mais qui relèvent également de la sûreté, de la régulation, de la politique publique. Donc en termes de gestion de projet, finalement, on est dans du multidimensionnel. C'est ce qui fait une partie de la difficulté de ce qui se présente encore devant nous. Alors, comment est-ce qu'on a fait dans le passé? Bah, dans le passé, on a fait ça, rapport Bergogneau 98 ou 99, sur la manière dont EDF a financé, autofinancement assez largement, des apports publics directs et puis par ailleurs de l'emprunt, et tout ça parce qu'on était voilà, dans un système qui était un système de monopole verticalement intégré et donc avec un ensemble de risques qui étaient directement maîtrisés. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc le cadre de régulation, à nouveau sans entrer ici dans les détails qui nous conduiraient sans doute un peu loin, dès lors qu'on est dans un environnement libéralisé, a fortiori en Europe, à l'intérieur duquel eh bien, on a des interconnexions qui nous conduisent à être également dans un cadre qui doit respecter des règles de concurrence, eh bien, on voit apparaître une complexité sur le financement qui fait que la détermination des modalités de financement prend autant de temps que, que le design technique. C'est ce qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle, hein, puisque si on regarde le discours de Belfort il y a quelques années et ce que nous a dit Bruno Le Maire il y a quelque temps sur le fait que le modèle de financement devrait être défini à la fin de l'année 2024, et on peut dans ce domaine peut-être anticiper également une dérive dans le temps, eh bien, il se sera passé pas mal de temps, lorsqu'il n'a pas empêché sur le site de Panly de passer d'ores et déjà des contrats pour préparer le futur chantier. Mais en tout cas, on est encore, pour ce qui est du modèle de financement, encore dans le flou, avec des éléments récurrents qui reviennent dans le discours. Vous avez vu qu'hier, ça tombait bien pour nos échanges. Le patron de la Caisse des dépôts a dit, ou a redit, ça avait été dit dans d'autres contextes, qui paraissait légitime de faire appel à l'épargne publique au travers d'une mobilisation d'une partie des fonds du livret A, de telle manière à concourir au financement et donc à réduire ce qui va tout surdéterminer, qui est le coût du capital. Alors, dit en quelques mots, la nature des projets, donc, qui sont à la fois des projets très longs en termes de réalisation et très longs ensuite en termes d'exploitation, fait qu'on a une sensibilité très forte au coût du capital. Selon uniquement pour les besoins de l'illustration qu'on prend, disons,
un coup à 5% ou à 10%, on voit la structure du nucléaire se déformer totalement. Ce qui est un peu le cas pour le charbon, c'est moins massif, mais de fait, une centrale à gaz est comparativement peu sensible, peu sensible au coût du capital. En tout cas, voilà, comparativement à la structure du nucléaire qui se déforme totalement. Je renvoie là à des travaux de l'AEN. Vous savez que l'AEN, c'est l'agence pour l'énergie nucléaire qui est rattachée à l'OCDE. Et il se trouve qu'un de mes collègues, qui est dans mon équipe, professeur János Kepler, voilà, est derrière notamment les travaux qu'on trouve là avec un rapport récent de 2022 sur, voilà, qui analyse la problématique, disons, du risque spécifique du financement de projets nucléaires. Et donc, une des principales conclusions est là. Ah oui, malheureusement, dans mon copier-coller, j'ai enlevé euh, le- la légende, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, le point, il est le suivant. Donc, on a au-dessus, on a du charbon, du gaz. Et l'idée, mais qui corrobore simplement ce que vous avez sur la partie qui est à gauche, c'est que assez rapidement, on a, dès lors que le coût du capital augmente, on a, en termes de LCOE, donc de coût de production, euh, un nucléaire qui se retrouve battu par ça doit être le gaz qui est en bas probablement. Oui, pardon, vous aviez une question peut-être? Non, donc j'avance. Et en fait, alors j'essaie de regarder parce que j'ai l'impression qu'il y a Oui, pardon, bonjour. Oui, Oui, pardon, bonjour. Excusez-moi, Aline Brachet pour AEF Info. Je viens juste de ouais. la poser par écrit. Qu'est-ce qui explique cette sursensibilité du nucléaire par rapport à d'autres projets, enfin, de sensibilité au coût du capital? Est-ce que c'est le côté technique, l'incertitude sur le calendrier qui pèse dans cette sensibilité? Alors, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Alors, d'une part, il y a le fait que dans le meilleur des cas, et même lorsqu'un projet lorsqu'on sera passé de la logique de tête de série dans laquelle on est à l'heure actuelle. Euh, et imaginons qu'on se retrouve en présence, voilà, des réacteurs qui sont plus à maturité. De fait, on va passer d'une configuration dans laquelle, entre le moment où on immobilise du capital et le moment où on a le début d'un payback parce qu'on va se mettre à vendre de l'électricité, il va se passer 10 ans au lieu de 15 ans. Enfin, je donne des ordres de grandeur, ne me citez surtout pas parce que ça n'a pas grand sens, mais on va réduire le temps, mais même en réduisant le temps de fait, on va se retrouver avec une immobilisation de capital qui va être singulièrement longue, notamment par rapport à des centrales à gaz. Donc ça, c'est lié à la nature même de l'activité. Et puis cette activité, elle est soumise à d'autres types de risques, avec des risques d'acceptabilité qui peuvent conduire, on l'a vu en France, hein, à des revirements dans la politique publique qui peuvent à nouveau faire peser des questions sur la réalisation de tel ou tel projet. On peut avoir aussi, parce qu'on est, et on l'a vu si on observe ce qu'on aurait pu espérer sur la base du retour d'expérience en Finlande, mais qui n'a pas porté ses fruits, eh bien, on peut avoir ce qu'on appelle des risques idiosyncratiques. Alors, un bien grand mot pour dire que des difficultés spécifiques peuvent apparaître au niveau de chaque projet qui vont faire qu'en tout cas pour les grands projets de type EPR, et y compris EPR2, on peut se retrouver finalement à avoir un modèle qui ait fait ses preuves ailleurs, tout en se retrouvant confronté à des difficultés dans des nouveaux développements du même projet. Donc l'ensemble de ces éléments font que, eh bien, on va immobiliser du capital à la fois plus longuement et peut-être sur une période qui peut dériver plus sensiblement que pour, je ne sais pas, un parc photovoltaïque dans lequel finalement les délais de déploiement sont très courts. Alors dès lors, naturellement, que l'autorisation d'investir a été obtenue,
Mais avant d'avoir, dans la période de négociation qui peut être préalable pour obtenir du foncier sur du photovoltaïque, donc qui peut être préalable à l'obtention de l'investissement, bah, très généralement, on n'immobilise pas du capital ou assez marginalement. Et donc, voilà pour l'essentiel. Et si je dois résumer mon propos, on a la durée des projets, les incertitudes liées également à cette durée d'immobilisation qui peuvent aboutir euh, à, à cet impact surdéterminant du coût du capital. Il y a également d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte qui sont dans des marchés électriques libéralisés qui assument le risque eh bien d'incertitude à l'avenir sur le prix de l'électricité. Et toute la question est de savoir qui porte ce risque in fine. Donc, lorsqu'on prend l'ensemble de ces éléments, eh bien, on va se retrouver avec une singularité de ce type de projet qui aboutit à cette observation avec ce caractère surdéterminant du coût du capital. Et donc ce coût du capital, et c'est le prolongement, vous l'avez compris, de la slide précédente, eh bien, on peut imaginer de financer du nucléaire avec des taux d'intérêt, en se basant sur des taux d'intérêt, un coût du capital qui soit extraordinairement différencié. Imaginons qu'on ait des garanties d'État et à ce moment-là, eh bien, on se retrouve avec un coût du capital qui est celui des taux souverains et donc en termes réels à l'heure actuelle, est de fait pas très élevé et qui, si on se réfère à ce qu'on a pu observer au cours des 20 dernières années, est structurellement très très bas. Donc, on peut imaginer le financement et si on revenait à une logique qui pourrait ressembler à cela, eh bien, on pourrait imaginer un coût du capital extrêmement faible, alors ce qui permettrait de se situer, voilà, quelque part par là. Et on voit bien que cette courbe là, elle monte ensuite très très fort. On peut fonctionner comme des infrastructures régulées. Une infrastructure régulée à échéance régulière, vous présentez l'évolution de votre base d'actifs immobilisés au régulateur. Le régulateur euh, la contre-expertise, oui, c'est bien ça. Et puis à partir de là, vous offre une rémunération qui a été déterminée auparavant. Et donc, on est là à des coûts du capital qui sont un peu plus élevés. On peut avoir des garanties de rémunération à long terme. Ça, c'est le modèle qui a été retenu pour Hinkley Point. Et donc, vous savez que sur 35 ans, eh bien, EDF se trouve garanti d'avoir un prix de l'électricité qui est d'ailleurs assez élevé, hein, aux alentours de mémoire de 100 euros, de 100 livres, et qui est indexé également sur l'inflation. Et si on doit avoir des investisseurs privés sans garantie, à ce moment-là, ça se met à coûter, alors je ne sais pas comment le dire, un pognon de dingue, parce que il faut que ces investisseurs privés sans garantie, encore une fois, c'est un cas extrême, eh bien, puissent euh, se retrouver confrontés à des risques sur lesquels ils ont très partiellement la main et qui peuvent être des risques totalement délétères, hein. Si in fine, il s'agit d'assumer un write-off sur 10 ou 15 milliards, on peut imaginer derrière tout ça, pour des investisseurs privés, eh bien, ça présente un risque délétère. Nous avons une question d'Antoine de Ravillon. Oui, Oui, bonjour, merci beaucoup. J'avais vous avez dit effectivement que la compétitivité du nucléaire, du nouveau nucléaire, ça va reposer sur un coût faible du capital, sera faible s'il est soutenu par les pouvoirs publics. On a vu dans les calculs, dans les scénarios de RTE que le coût moyen du capital qui était retenu, c'était le même que pour les ENR dont le développement a reposé sur des garanties publiques, ce qui était permis au niveau européen parce qu'on était quand même dans un cadre concurrentiel. Comment on règle ce problème? Comment offrir une garantie publique au nouveau nucléaire avec les règles
un acteur en situation de monopole, quoi. Est-ce qu'on a un peu avancé sur ce sujet était, euh, Alors, qui était le point sur lequel on avait buté quand on avait tenté la réforme Hercule? oui, oui. Alors, si la question avait été totalement résolue, eh bien, Bruno Le Maire serait venu nous l'expliquer, alors que là, on nous annonce finalement une clarification de l'ensemble du cadre pour la fin 2024, ce qui, de fait, nous l'annonce plutôt pour. Vous me réinviterez l'an prochain à date et on fera le bilan ensemble de ce qu'on aura appris d'ici là. Moi, ce que je comprends des débats, alors d'une part, les termes du débat ont quand même un peu évolué en Europe, notamment autour de l'acceptabilité du nucléaire dans la taxonomie, qui a été une grande bataille et qui est un truc globalement très complexe, mais qui permet quand même comment dire, que le paysage ne soit pas gelé de ce point de vue. Donc ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, c'est quand même la guerre et le fait que dans ce cadre, les questions de sécurité d'approvisionnement nous soient réapparues d'une manière particulièrement violente. Et donc, et c'est ce qui a donné du corps à la coalition d'une grosse dizaine d'États sous la bannière française, en tout cas impulsée par la France à l'intérieur de l'Europe, de telle manière à dire on a besoin de nucléaire. Et notamment, on a besoin de nucléaire dans l'Est de l'Europe. De ce point de vue, j'en profite pour aller à la slide qui suit. Donc, on a là un projet tchèque qui est un projet. Donc là, vous avez les deux projets et tout ça se regardera à tête reposée, hein. L'idée est surtout pas d'entrer dans les détails, mais en tout cas, de regarder sur la base de quelques études de cas en cours et qui ont été là sélectionnées pour montrer la diversité des solutions. Donc Hinkley Point, on l'a dit, on repousse finalement le risque de marché sur le consommateur en garantissant un prix de l'électricité, alors avec les fameux CFD, contrats pour différence. Ici, on a un modèle qui est fondé sur la base d'actifs régulés, hein, ce que je disais, les porteurs de projets à échéance régulière vont présenter la valorisation, selon eux, des actifs qui sont immobilisés pour le projet. On les rémunère pour ça. Et on les rémunère dès à présent, c'est-à-dire avant que le projet commence à produire l'électricité. Donc ça permet de ne pas immobiliser du capital, en tout cas de reporter la problématique de la non-rémunération du capital, eh bien, en l'espèce sur l'État. Et puis là, on a un modèle avec un financement étatique, alors qui a été accepté pour différentes raisons. Je vous avoue ne pas avoir les détails, en tout cas par le gouvernement tchèque. Et si on veut élargir la focale, on se souvient que le projet finlandais qui a essuyé les plâtres était un projet adossé à un consortium industriel. Donc ça nous donne là un panorama qui est de fait assez large, avec une diversité de modalités de financement, mais dans lesquelles on va probablement retrouver, en tout cas en toute hypothèse, des contrats de long terme. Il paraît difficile d'imaginer euh, qu'EDF, a fortiori dans la situation de ses finances qui a été rappelée plusieurs fois dans nos échanges, s'expose au risque essentiel qui est celui de la variabilité des prix de l'électricité à l'avenir. Donc ça, c'est un peu le premier point. Deuxième point, on a vu des manifestations d'intérêt d'industriels et non des moindres, notamment Total, qui ont un peu timidement à ce stade, mais en tout cas mis en avant la possibilité, en tout cas ont manifesté leur intérêt pour concourir à des mécanismes à du financement de projets. Ce que j'ai peine à comprendre, c'est que pour reprendre on pourrait élargir aussi à d'autres systèmes de financement. Je pense au droit de tirage qu'on a fait dans certaines centrales de l'Est. Je pense à des consortia comme Excelsium qui, Oui, oui. là aussi, achètent de l'électricité sur le long terme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, me semble-t-il, en tout cas, le nucléaire, enfin, le nouveau nucléaire français est incapable de définir ce que serait un prix cible.
auquel il pourrait vendre son électricité à long terme ou vendre des droits de tirage. Est-ce que ça, c'est pas une difficulté supplémentaire par rapport à la situation qu'a connue le parc nucléaire historique? Alors oui, oui, c'est évidemment un problème et à nouveau confère ce qu'on s'est dit il y a quelques minutes sur l'effet de surprise, enfin qui n'en est pas totalement un, sur le plus 30% qui nous a été annoncé récemment. Et puis sur, à nouveau, le fait que, pour moi, cette slide, elle est essentielle. On est en termes d'expérience accumulée, on est là, quoi. Et donc, et les contreparties d'EDF susceptibles de signer des contrats à long terme, eh bien, vont souhaiter avoir accès à des coûts de production qui ressemblent à quelque chose qui est quand même plutôt par là. Et le plus tôt par là, EDF, pour l'heure, n'est pas en mesure de le préciser finement, mais beaucoup de choses vont se jouer en 2024, à la fois sur le modèle de financement, mais également sur le design de l'EPR2. Vous vous souvenez, la presse en a fait état ces jours derniers. Il y a beaucoup de choses qui sont montées en tension ces jours derniers. Donc, ce design qui devait être présenté au printemps va plutôt l'être à l'été, en tout cas a été repoussé de quelques mois. Et il y a derrière tout ça, naturellement, à la fois des enjeux de nature technique, mais des enjeux relatifs, Valérie, précisément à la question que vous posez, qui est de savoir quelle est la base de coûts, enfin les anticipations susceptibles d'être faites sur les coûts, de telle manière à pouvoir passer des contrats de long terme avec notamment des industriels. Donc c'est évidemment très très compliqué de se projeter dans cette logique de contrat de long terme. Alors après, il faut regarder le design des contrats et les clauses de revoyure sur les prix, etc., etc. La créativité dans ces domaines peut être infinie. Mais ça veut dire aussi que par rapport à la question qui nous réunit, beaucoup de choses sont à définir dans l'année. Beaucoup de choses sont à définir dans l'année. C'est probablement d'ailleurs ce qui conduit à faire ressurgir à intervalles réguliers l'éventuel recours au livret A, qui peut être une source, voilà, permettant de tirer les coûts de financement là plutôt vers la gauche, à la condition naturellement que tout ça n'ait pas d'effet pervers ailleurs et que pour notre collectivité, les coûts de financement dont on pourrait faire bénéficier le nucléaire et qui peut concourir à l'intérêt général si, voilà, s'il s'agit de combiner ces investissements à un effort fait sur les renouvelables, à la condition naturellement que ça n'aille pas se payer par ailleurs dans le logement social euh, qui a, qui a ses problèmes par ailleurs. Est-ce qu'on Alors, pardon. Est-ce qu'on peut également envisager que EDF ou la France ait recours à des, comme il en a semble-t-il été question, à des fonds européens? Alors, on a parlé de la fameuse Banque européenne de l'hydrogène, de la BEI, euh, ou d'autres fonds encore qui ont été développés dans le cadre du Pacte vert. Alors, dans l'état actuel des choses, il me semble, je vais être très prudent, mais il me semble que le dossier n'est pas mûr. Le dossier n'est pas mûr parce que la coalition qui est à l'opposé de la coalition nucléaire, notamment les Allemands, les Autrichiens, etc., sont enfin vent debout, peut-être moins debout et moins venteux que ça n'était le cas auparavant, mais de fait, dans les décisions prises à la BEI, etc., il y a, alors n'étant pas juriste, il y a une granularité dans la manière dont se prennent les décisions qui m'échappe un peu. Mais en tout cas, assez régulièrement dans les discussions relatives à cette éventualité, la question, disons, du veto. Alors, est-ce que c'est un veto qui est de droit ou est-ce que c'est un veto qui est plutôt de nature politique? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais je ne pense pas que ça puisse constituer un flux central de financement. Mais de fait, on voit assez régulièrement cette question revenir et tout récemment, Emmanuel Macron appelait également à des financements internationaux autour du nucléaire dans le cadre de l'alliance qui s'est constituée. Alors, enfin, pour terminer, non pas pour terminer, mais plutôt pour ouvrir la question-réponse.
Euh, donc, il me semble que la situation se présente de la manière suivante. Donc, au lieu d'avoir une courbe d'apprentissage qui aurait permis finalement de lever toute une série d'incertitudes et de permettre d'être dans des modèles de financement où la puissance publique prendrait progressivement moins à sa charge du risque et ou de l'incertitude, il me semble qu'on est toujours bloqué là dans la partie first of a kind, dans laquelle le niveau des financements privés et le niveau des risques susceptibles d'être pris à leur charge par des investisseurs privés est assez limité. L'enjeu, c'est de parvenir à monter dans cette direction de telle manière à ce que on soit non pas en présence de financement qui soit totalement banalisé dans le domaine du nucléaire. Il me semble que ça n'a pas réellement vocation à être le cas, ou alors sous la forme de consortium industriel avec une base assez large de partage des risques dans ce domaine. Mais en tout cas, voilà, on est quelque part à la frontière ici. Première remarque. Deuxième remarque, en tout cas pour la France, ce qui va se passer en 2024 va être déterminant parce qu'il y a à la fois des précisions à apporter sur le design de l'EPR2 et sur le modèle de financement, les deux naturellement devant être combinés dans le temps. Troisième ou quatrième remarque, je ne sais plus, tout cela n'est pas sans lien, évidemment, avec les tensions qui sont apparues sur la dette publique concomitamment. Alors quand je dis sans lien, il n'y a pas un effet de relation entre l'un et l'autre, mais il pourrait y avoir un effet à l'avenir sur la capacité de l'État à s'engager en termes de concours à des financements. Donc ça, c'est un point évidemment de grande attention. Tout dernier élément qui n'a pas été évoqué et que je connais assez moyennement, mais qui me paraît être une source d'intérêt, vont apparaître dans cet environnement également les SMR. Donc vous savez, ces petits réacteurs, enfin petits, ils ne sont pas tous petits, hein. Le projet Neward d'EDF doit avoir, je crois, 350 mégas de capacité, donc c'est pas un tout petit. Mais en tout cas, ça peut aller de ces réacteurs de taille moyenne à des tout petits réacteurs et peut-être des micro-réacteurs à l'avenir. Alors, je ne suis pas en train de spéculer sur ces petits objets. On a organisé dans mon université tout récemment, enfin l'an dernier, une conférence sur le sujet dans laquelle j'ai appris que il y a 80 projets au niveau mondial. Tous ne sont pas soit sérieux, soit viables. Et donc, lorsque la mécanique, la force centrifuge aura été déclenchée, il en restera peut-être une douzaine, mais cette douzaine peuvent être des objets nouveaux qui s'insèrent dans des clusters industriels, par exemple, qui peuvent produire de l'électricité, produire de la chaleur, concourir à la production d'hydrogène. Et encore une fois, sans spéculer sur la manière dont les choses pourraient se passer, ça me paraît être également un sujet, disons, d'attention parce que parmi les scénarios à l'avenir, la question pourrait se poser de savoir si on doit avoir des systèmes à l'intérieur desquels eh bien, il y a une place pour le nucléaire. Est-ce que cette place, elle est pour des gros objets de type EPR ou est-ce que cette place, elle est pour des objets alors plus agiles, enfin la notion d'agilité est toute relative évidemment en matière de nucléaire. Et donc ça veut dire aussi qu'à l'avenir, alors l'avenir étant pas pour 2030 ou pour 2040, mais peut-être à un horizon ultérieur, on pourrait se retrouver également avec des formes de concurrence entre non pas uniquement le nucléaire et les renouvelables, mais entre les différentes formes de nucléaire, sachant que sur catalogue, il pourrait y avoir beaucoup plus de diversité que ça n'était le cas, en tout cas au cours des deux dernières décennies. Euh, voilà une manière, j'en suis bien conscient, de noyer la question de départ avec une série d'éclairages plutôt qu'une réponse très tranchée. Mais enfin, on observe que la puissance publique ne l'a pas tranché par ailleurs. Hein. Si vous devez retenir simplement deux, trois éléments, donc le premier, c'est celui-là, la question du coût du capital, premièrement, qui surdétermine tout, enfin, qui est l'élément de différenciation par rapport à d'autres types d'investissements de production d'électricité. Ça vaut aussi pour pour les renouvelables. Et le fait qu'on a, après
sinon un premier retour d'expérience, en tout cas quelques études de cas en cours qui permettent de montrer qu'il est possible, il a été possible de traiter cette question par des financements étatiques. J'ai quelques doutes sur le fait qu'on puisse aller vers ce modèle en France par une gestion via la base d'actifs régulés, par des garanties de financement, des garanties de revenus, pardon, de type CFD ou en, en Finlande via un modèle de consortium industriel. Le but du jeu dans tous ces modèles étant d'éviter d'aller se retrouver dans la zone qui est ici, dans laquelle on aurait des coûts de capital, bon, très hypothétiques d'ailleurs, parce que ça supposerait de pouvoir mobiliser des investisseurs privés suffisamment amoureux du risque de telle manière à pouvoir s'engager dans des grands projets voilà, qui relèvent plus de l'incertitude que des risques probabilisables dans l'état actuel des choses. Est-ce Voilà que ce que l'un je des, vais vous est-ce que dire. l'un des problèmes du programme français, c'est pas aussi qu'il n'y a jamais eu de mise en concurrence? On a, le politique a décidé de la filière qu'il fallait construire et on n'a jamais autorisé ni Westinghouse ni ses compétiteurs coréens ou japonais, bon, pour les Russes ce serait compliqué, de soumettre des offres à EDF. Alors, c'est probablement un des termes du débat. Moi, ce qui me semble plus problématique encore, c'est le stop and go dans la politique publique française dans ce domaine. J'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec Jean-Bernard Lévy après la fin de son mandat. Et donc, il y a une parole qui est assez libre, alors que tout ça, enfin, je ne vais pas entrer dans différents détails qu'il a pu m'exposer. Mais pour le dire rapidement, il m'apparaît aujourd'hui comme un homme heureux, très détendu. Et quand le fait qu'un responsable d'entreprise qui a eu à se confronter à faire de la gestion de projets industriels tout en se confrontant au pas de côté de la politique publique dans ces domaines, voilà, soit aussi détendu aujourd'hui, c'est une manière de répondre à la question. Donc je ne suis pas certain que la mise en concurrence était le facteur essentiel. La constance, la vision et le fait d'avoir une politique publique qui s'inscrive dans le long terme me semble un déterminant plus manifeste. Et moi, ce qui m'effraie dans tout ça, c'est euh, toute une série de contraintes qui vont apparaître très rapidement, notamment en termes d'expertise humaine et de capacité de la filière à attirer. Moi, je passe mon temps à discuter avec des industriels qui systématiquement viennent me dire, bah, nous, on va avoir besoin de 100 000 personnes. Ce que dit France Hydrogène, par exemple, ce que dit la filière nucléaire. J'ai eu l'occasion de discuter récemment avec le patron d'RTE qui a des besoins également colossaux et de financement et de compétences et de sourcing, etc., etc. Donc pourquoi pas évidemment la mise en concurrence, etc. Mais ça me semble être uniquement un des termes de l'équation et peut-être pas le problème essentiel. Et la dissémination des déchets. Alors la dissémination des déchets, alors il se trouve que c'est une question que je connais bien. Tout ce dont je vous ai parlé jusqu'alors, je connaissais moyennement, mais la question de la gestion des déchets, je la connais plutôt mieux tout ça conduit évidemment à des questions d'une grande gravité. La gravité, elle est liée au fait que on est dans un monde aujourd'hui qui est très instable et dans lequel finalement la gestion des déchets va s'étendre suppose de prendre des décisions qui seront finalisées au 22e siècle. Le projet CIGEO, j'y suis descendu plusieurs fois, c'est un projet sur lequel on va mettre un bouchon en 2150 et ça suppose d'ici là eh bien, qu'on ait une stabilité institutionnelle qui permette d'aller au bout de ce grand projet. Donc ça ouvre naturellement sur des tas de questions relatives à la stabilité de nos institutions, de notre économie, sur la capacité à faire. Mais néanmoins, je ne parlerai pas de dissémination parce que de fait, on n'a pas, en tout cas pas pour la France, et de, de déchets nucléaires qui se baladent. Et avec Donc, les SMR,
Alors avec les SMR, bah, pour l'instant, les SMR vont devoir présenter leur schéma de sûreté à l'autorité de sûreté nucléaire. Il n'y a pas de raison que l'autorité de sûreté nucléaire les traite avec plus de bienveillance que ça n'a été le cas Mm. par ailleurs. Mais oui, vous avez raison. Si on passe, comment dire, S'ils vont en Nouvelle-Calédonie, par exemple, pardon, sur, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. s'ils vont en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Oui, oui, mais comment dire, euh, il y a en tout cas une vraie question qui pourrait se poser si on allait vers un modèle à l'heure actuelle très centralisé, de fait très étatique. Et c'est d'ailleurs la question que soulevait Valérie sur le fait on est dans du contrôle-commande assez verticalisé, avec assez peu de mise en concurrence. Mais enfin, ce qui a permis jusqu'alors de garder un contrôle assez serré. Donc, si on devait aller vers un monde dans lequel il y ait des tas de petits rêveurs partout, y compris pour faire une chaufferie dans un pâté de maison, ça soulèverait évidemment des problèmes de gestion de l'ensemble du cycle. Je suis d'accord avec vous, tout en soulignant quand même qu'on en est très très loin. Hein. Ce dont on parle là, c'est de la science-fiction. Ce que l'on peut espérer, enfin ce qui me paraît en tout cas impératif, c'est qu'évidemment on reste dans une gestion aussi serrée de la sûreté. Et de ce point de vue, ce que souhaite impulser la puissance publique avec la fusion de l'ASN et de l'IRSN, alors je ne suis pas en mesure d'avoir les idées claires sur l'efficacité, mais en tout cas en termes de signal envoyé à la collectivité, ça me paraît pas le plus adapté. On a vraiment des besoins de, précisément si on relance un cycle d'investissement, il me semble qu'on a le besoin de se garantir, pour des raisons également d'acceptabilité, que l'ensemble du système de gestion de la sûreté, des autorisations, etc., est aussi pointilleux qu'il est à l'heure actuelle. Et ce système fait plutôt de la part des opérateurs l'objet enfin, de l'opérateur, l'objet de reproches sur son excessif pointillisme. Non, c'est pas français, mais enfin, vous comprenez l'idée, Mm. euh, plutôt que pour son laxisme. Je crois que Jean-Luc Fessard Voilà. a Oui. levé la main. Oui. Est-ce que vous pourriez nous confirmer un certain nombre de chiffres? Parce que là, nous avez tout donné en prix par kilowattheure, etc., ou mégawattheure. Moi, j'ai des chiffres en tête qui me paraissent intéressants aussi sur ce sujet. D'après ce que j'ai compris, toute la construction des EPR, c'est-à-dire si on additionne les 6 plus les 8 prévus, ça coûterait en gros 100 milliards d'euros. Le démantèlement des centrales actuelles coûterait encore 100 milliards d'euros et et le stockage des déchets coûterait 50 milliards d'euros. C'est-à-dire un total de 250 milliards pour prolonger dans la filière nucléaire. Est-ce que ces chiffres vous paraissent... Alors, non, je suis pas là pour les confirmer. En revanche, je vous renvoie vers les rapports réguliers de la Cour des comptes. Et Hmm, par exemple, pour la question de la gestion des déchets, le projet CIGEO que je connais bien, donc qui a vocation à, c'est l'essentiel du coût de la gestion finale des déchets. On est à 30 milliards, on n'est pas à 50 milliards. Alors, Ben oui, mais si Géo prend pas en compte tous les déchets, hein, prend une partie alors des déchets. C'est pour ça qu'on a ce chiffre de 50 milliards. non, parce que le reste, c'est comparativement beaucoup, beaucoup moins coûteux. On n'est pas dans un ordre de grandeur dans lequel on D'accord. va rajouter 20 milliards par ailleurs. Mais Hum, moi, encore une fois, je suis ni là pour confirmer, disons, les chiffres qui sont donnés hum, par la filière. En tant que citoyen, je suis assez préoccupé, pour tout vous dire, de, de l'indétermination dans laquelle nous sommes de ce point de vue. Hein. Donc, je m'inscris pas en faux par rapport à ce que vous dites. Je dis D'accord, qu'en ok. vérité, je n'en sais rien. Je Hum, dis qu'en vérité, concernant les EPR, on hum, était à 51 milliards il y a quelques mois et on est, pour hum, des raisons qu'on peut comprendre, mais on a pris 30%. hum, Et puis, moi, le chiffre que je partage avec vous, hein, sont les chiffres qui sont là sur hum. ce
qu'on a observées, pas simplement en France, mais dans d'autres environnements, y compris aux États-Unis, avec en tout cas les têtes de série des, donc là, on est tous dans des first of a kind, des têtes de série. On a observé une explosion du coût et puis la durée, évidemment, déterminant, puisqu'on mobilise du capital sur une période plus longue encore, déterminant D'accord. également cette Alors, inflation sur les... le, le chiffre que vous avez, le slide que vous nous avez présenté où il y a une clé point, est-ce que ça tient compte des informations récentes qu'il y a eu, comme quoi il y aurait des surcoûts et que les Chinois qui sont partenaires d'EDF sur ce sujet refusent de prendre en compte les surcoûts et que c'est EDF qui va devoir les prendre en compte? Alors non, parce que derrière tout ça, de mémoire, on a un rapport de la SFEN, donc c'est Hmm. la Oui, société, oui, je connais le. voilà. On doit là avoir, donc là c'est une capture d'écran d'un rapport, je crois, de 2022, il me semble, en Donc ça tout ne cas, tient pas en compte de ce qui vient de se passer voilà, récemment. qui n'intègre pas l'ensemble des éléments. Cela dit, sur ce point, moi le souvenir que j'ai du moment où le dossier a été, où EDF a obtenu le marché, entre guillemets, c'est qu'EDF avait sorti des chiffres qui, en fonction des retards, déterminaient l'impact sur la rentabilité du projet. D'accord. Je les ai plus clairement à l'esprit, mais parce que la question qui se posait, évidemment, dans le prolongement à la fois du projet finlandais et puis de Flamanville, c'était de savoir est-ce que EDF parviendrait à tenir ces délais. Hmm, Et derrière les surcoûts qui apparaissent, il y a notamment une problématique qui est celle de l'allongement des délais. hmm. J'ai plus à l'esprit précisément l'impact sur la rentabilité du projet, mais en tout cas, ce point évidemment avait été discuté au tout début. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ou interpellations? Oui, bonjour, Thomas Blosville. J'avais une petite question. Bon. Oui, bonjour. Bah, je m'interrogeais en fait sur la notion de courbe d'apprentissage en fait. Vous avez plusieurs fois montré la courbe. Ouais. Enfin, je me demandais tout bonnement si la notion de courbe d'apprentissage était possible dans le paysage que vous avez décrit. Non seulement plus longue que prévu, mais même est-ce qu'elle est tout bonnement possible? Quand d'un côté on voit la complexification des sujets, le niveau d'incertitude surtout. Et de l'autre côté, un peu l'échelle des projets dont on parle, l'échelle en taille, en capacité, mais aussi en temps. On a un peu l'impression que, en fait, pour dire les choses de façon très simple, mais le temps qu'un projet se réalise, la situation a considérablement évolué, s'est complexifiée, et que le temps d'intégrer ces retours d'expérience, en fait, il faut revoir un peu la logique, la conception même des réacteurs, etc. Et donc, c'est un peu une serpent qui se mord la queue, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Écoutez, je vais vous proposer une motion de consensus qui est la suivante. Euh, Moi, ma perception, c'est que premièrement, au lieu d'avoir un point qui est là et dans lequel on aurait un réacteur de référence voilà, qui aurait essuyé les plâtres et qui, par hypothèse, par exemple, aurait été le réacteur finlandais, la réalité, elle est un peu différente. Et là, je pense qu'il y a un plateau. De toute évidence, il y a un plateau. Et dans ce plateau, on en tire quelques enseignements. On en a retiré également des exigences plus précises et qui peuvent présenter un coût. Et donc, moi, si j'avais à faire une hypothèse, elle serait celle-là. Et à la courbe d'apprentissage, elle monte. Il y a un plateau peut-être en tôle ondulée. Ensuite, elle va descendre, mais peut-être moins bas que ce qu'on pouvait espérer. Donc, je pense que d'un autre côté, Thomas, votre vision est un peu, peut-être un peu excessive au sens où, si on raisonne à contrario, ça me paraît très très difficile d'imaginer qu'on ne tire absolument aucun enseignement et qui conduise à chaque fois, enfin ce serait Sisyphe, à chaque fois à pousser son réacteur jusqu'au sommet de la colline et à redescendre. Non, je pense que c'est plus. La réalité, c'est qu'en fait, cette courbe d'apprentissage, je la trouve intéressante parce elle est à l'évidence excessive et donc elle nous interpelle. Et notamment, elle nous interpelle lorsqu'on regarde ce qui est là. Hein, il y a un beau paquet de réacteurs, ils ont tous dérivé, etc. Donc là, cette courbe théorique, évidemment, on en voit l'idée et elle est intéressante pour essayer de se représenter la réalité telle qu'on peut, en tout cas les intuitions qu'on peut avoir. Et moi, mes intuitions, c'est qu'à l'évidence, il y a une sorte de plateau
et qu'ensuite, si on parvient à industrialiser par paire et sur des sites qui sont déjà des sites identifiés, etc., et dans lesquels les problématiques d'acceptabilité ne se posent pas de manière moins intensive qu'ailleurs, etc., on va tirer les coûts vers le bas. Est-ce que les coûts vont rester dans la fourchette qui est là? Je ne le pense pas, et notamment parce que voilà, on est sur un rapport RTE de 2021 à partir des informations disponibles à ce moment-là. Donc on aura des coûts plus élevés, de toute évidence. La question, elle est, in fine, est-ce que dans un système dans lequel on prend par ailleurs les développements de réseaux requis par les renouvelables, et puis la question du foncier, et puis la nécessité d'équilibrer un système qui permet d'avoir des moyens de production qui soient, disons, complémentaires et pilotables pour certains, ce qui est le cas d'une partie du parc électronucléaire français qui peut se piloter, hein, on le dit trop peu, qui peut monter 2 fois par jour à descendre de 80% et remonter, c'est une de ses vertus. Voilà, est-ce que tout ça peut permettre de faire système? Parce qu'in fine, en tout cas pour nous consommateurs à la maison, la problématique, c'est pas le coût du nucléaire ou c'est le coût de l'électricité, enfin le prix de l'électricité de fait, et les coûts qui sont sous-jacents dans un système dans lequel de toute façon il va falloir combiner différents moyens de production. Pour rebondir sur la question de Thomas, le nucléaire français, en tout cas, c'est quand même l'une des rares industries qui ne voit pas ses coûts baisser. C'est plutôt l'inverse. Alors, il y a des raisons objectives comme le renforcement des demandes de sûreté. Il y a c'était un réacteur franco-allemand au départ qui a été francisé par la suite, qui a dû tenir compte des accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Bien sûr, simplement, on voit que même quand on essaie de faire une version allégée, comme on dit, là encore, les coûts augmentent et ça reste très difficile à financer. C'est un bon résumé de ce qu'on s'est dit. Je crois il y a quand même une difficulté à comparer un EPR 1 ou 2, à la limite peu importe, avec ce qu'ont été les précédents investissements, ceux qu'on a fait au XXe siècle. Enfin, il s'agit de comparer quand même une bagnole de 1980, si on veut aller directement au point, avec un véhicule électrique de 2030, quoi. Donc le fait enfin, il faut comprendre qu'in fine, même si on produit dans les deux cas, en toute hypothèse, 1 kWh ou 1 MWh d'électricité, on ne parle pas exactement du même type de service au sens où la problématique de la sûreté, elle est pas abordée exactement au même niveau de part et d'autre. Une question d'Aline Brachet. Oui, j'ai vu la question. Oui, moi je trouve que c'est une bonne question. Enfin, RTE a déjà fait une première euh, mise à jour de son rapport en 2022 et je pense qu'il est intéressant. Ils ont derrière une équipe qui est très aguerrie, ils ont le modèle en main et donc moi il me semble que voilà, sur une base annuelle, en intégrant l'ensemble des dernières informations qu'on peut retirer, il y a là une contribution majeure pour éclairer le débat public. C'est d'ailleurs ce qui lui avait été demandé. Hein, ce qui avait été demandé à EDF, c'est de dire, bon, on était depuis Fukushima finalement, et compte tenu des décisions qui avaient été prises, en tout cas de la perspective qui avait été ouverte, on va dire ça prudemment, par François Hollande de réduction du nucléaire, etc., on était en plein flou. Et il me semble que RTE est parvenu finalement avec 2, 3 messages qui sont simples. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus efficace, ça c'est une obligation. La transition énergétique, c'est une transition électrique également, pas uniquement, hein. La partie hors électricité, elle va rester importante, mais il y aura de la biomasse, il y aura des gaz verts, il y aura toute une série de choses. Mais la transformation structurante, c'est qu'il nous faut plus d'électricité. Et finalement, dans ce rapport, ça conduit évidemment, parce que c'est un tropisme très français, à se focaliser sur le nucléaire et quoi comment, et je suis très heureux d'être là avec vous pour en parler. Mais il me semble qu'on passe à côté. Enfin, il ne faut pas occulter l'autre message qui est qu'on a besoin très vite de plus d'électricité. Et c'est de l'éolien, du photovoltaïque, et on ne peut pas tortiller, on ne va pas faire beaucoup plus d'hydraulique par ailleurs.
Donc il y a le grand défi de réinvestir dans un cycle du nucléaire et tout n'est pas dit au terme de notre échange, ça c'est tout à fait clair. Et donc moi je suis très en attente de ce qui pourra apparaître comme une clarification durant l'année. Mais très sincèrement, moi, à la fois en tant qu'économiste et en tant que citoyen, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est le fait que les conditions d'investissement dans le renouvelable fassent l'objet d'un stop and go et que j'ai l'impression qu'au cours de ces derniers mois, on est plutôt à nouveau dans la délibération, dans l'incertitude, et tout ça nous fait prendre du retard. Et donc ce retard, il n'est pas simplement embêtant parce que on a pris des obligations à 2030. Il est très très embêtant parce que mécaniquement, ça nous conduit à garder des dépendances plus marquées encore à l'égard des fossiles. Et ça ne permet pas, par rapport à une question sur laquelle je travaille beaucoup, de se garantir qu'on aura suffisamment d'électricité sur des sujets essentiels, le véhicule électrique, dès lors qu'il y aura un basculement, s'il devait y avoir un basculement massif, pour être attractif dans les clusters industriels pour voilà, répondre à une demande d'hydrogène décarboné qui peine à décoller. Voilà ce que sont les enjeux. Ça pourrait être une bonne conclusion à nos échanges. Y a-t-il d'autres questions? J'avais Thomas, pardon. toujours Thomas. Oui, juste une dernière petite question, alors qui revient à dire peut-être un peu ce qu'on a déjà dit, mais c'est pour voilà voir l'essentiel à retenir euh, à l'issue de ces échanges. Vous avez parlé de la prépondérance du coût du capital dans les sujets, mais s'il y avait justement un déterminant qui allait fixer un peu ce coût du capital, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour avoir un peu une idée de comment cette question évolue? Bon, ce qu'il faut surveiller, Valérie a résumé tout à l'heure la situation finalement sur l'acceptabilité dans un cadre européen d'aller vers des financements qui soient quelque part à ce niveau. Et qu'est-ce qui peut permettre d'imaginer d'avoir un coût du capital qui soit pas cher? Qu'est-ce qui peut permettre d'imaginer de faire appel à l'épargne des Français? Alors, ce qui peut permettre de l'imaginer, c'est à la fois l'acceptabilité au niveau européen et le fait qu'on ne considère pas qu'il y ait derrière tout ça des distorsions de la concurrence. C'est aussi l'acceptabilité en France dans le débat public. Alors, il se trouve qu'hier, dans mon université, en partenariat avec l'École des Mines, on organisait précisément un séminaire sur cette question. Alors pas sur le coût du capital, sur voilà, le nucléaire, le financement. Ça m'a permis, ça tombait très bien, de, de discuter avec des experts plus pointus que moi, notamment des experts de l'AEN. Et en fait, la question qui est absolument essentielle, c'est pardon, excusez-moi, je perds le fil. Oui, donc j'ai demandé à un de ces experts de réagir sur les propos de Lombard le jour même, ça tombait vraiment très bien, sur le livret A, non pas sur la légitimité de recourir à livret A, mais en demandant à ce collègue si, il y avait des exemples voilà, de recours massif à l'épargne publique. Et lui a mis en avant notamment euh, la Caisse des dépôts du Québec qui agit dans cet esprit en considérant que ça lui paraissait, en tout cas il y a d'autres exemples de recours à une épargne qui permettent de tirer le coût du capital dans cette direction. Voilà. Sous réserve que finalement la liberté qu'on a observée par ailleurs, là, et ce que sont parvenus à faire par exemple les Tchèques, deviennent, enfin, qu'on ait une marge de manœuvre parce que EDF est quand même un acteur qui n'est pas anodin sur la plaque électrique française, européenne, pardon, et bien qu'on ait des degrés de liberté qui permettent voilà, à la fois d'avoir des contrats de long terme et que dans ces contrats de long terme, in fine, ça aboutisse à tirer le coût du capital plutôt vers la gauche. Il y a un autre élément qu'on pourra peut-être prendre en compte aussi, c'est la probabilité d'un accident nucléaire quelque part sur la planète avec le vieillissement du parc. Alors, c'est un vrai sujet, vous avez raison de le soulever. C'est une industrie qui est systémique, un peu comme la banque. Hein, quand on a une grande banque qui fait faillite à un endroit du monde susceptible d'avoir des effets dominos, on l'a vu avec Fukushima. Il me semble quand même que justement les garanties qui ont été
qui ont été prises. Il y a une partie des difficultés auxquelles on se confronte qui sont les résultats de Fukushima et le rehaussement de la sûreté voilà un niveau d'exigence qui fait le retour d'expérience de ce qui s'est passé. Mais gardons à l'esprit que voilà, dans le même temps, en Allemagne, pas simplement en Allemagne, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, l'usage du charbon crée des dizaines de milliers de morts par an. Enfin, la mortalité en Europe liée à la pollution de l'air, c'est 300 000 personnes qui meurent. Alors, Non, tous les je faisais paquets. allusion simplement à notre ami Poutine en Ukraine avec Zaporijjia. Voilà, simplement, c'est ça que j'ai derrière la tête. Oui, alors oui, 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 c'est un des multiples scénarios qu'on pourrait imaginer dans ce domaine. Et puis, si on revient, pardon, j'ai vraiment l'esprit, j'essaie de retrouver la slide. Voilà, si on revient à ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie dans ce domaine, il nous est dit quand même qu'on a un beau paquet de centrales là qui ont vocation à être déclassées. Donc ça veut dire que ce sont plutôt de vieilles centrales. Et donc autour de ces vieilles centrales, évidemment, se posent plus de problématiques de sûreté, probablement, surtout dans ce qui devra être déclassé entre 2040 et 2050, se pose plus de questions de sûreté probablement qu'avec les beaux EPR2 qu'on aura à partir de 2038. On était optimiste. Une En étant question, très optimiste, oui. C'est plus une boutade qu'une prédiction. une question de Géraldine Houot. Voilà. Alors, moi, je connais bien les énergies renouvelables, mais mal le nucléaire. Donc, peut-être que ma question est un peu naïve, je ne sais pas. Mais est-ce que, en fait, dans le nucléaire, on peut quand même espérer des progrès en termes de production de déchets? Je ne sais pas, par exemple, si les EPR et les futurs petits réacteurs produisent moins de déchets que les anciens réacteurs, par exemple, ou des déchets moins sales, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que quand même, peut-être, le nucléaire pourrait un jour devenir une énergie parce qu'on on voit bien que quand même, ça peut être utile dans le mix énergétique, enfin dans le mix électrique en tout cas, en termes de stabilité, en tout cas du réseau, enfin voilà, enfin du coup, ma question, c'est même peut-être avec la fusion nucléaire, je sais pas, est-ce qu'à un moment, on peut espérer que le nucléaire arrive à être plus propre que maintenant ou pas? Enfin, je sais pas. Mhm. Alors, en deux mots, oui, on peut l'espérer, mais pardon, non, j'ai changé de slide accidentellement, mais j'ai C'est une question très slide vaste, hein, qui- alors je sais pas. Oui, d'accord. Alors, une réponse, disons, à l'emporte-pièce, mais assez résolument. Les réacteurs dont on parle là et le cycle d'investissement qu'il faut financer, on n'est pas dans des réacteurs qui sont révolutionnaires pour ce qui est à la fois de la production de déchets, de l'ensemble du cycle. Voilà, il y a des progrès par rapport à la précédente génération, mais de fait, on n'est pas dans une rupture qui ferait totalement disparaître les déchets ou qui, comme pour la fusion, ouvrirait sur une ère nouvelle. Et donc, la caractéristique de tout ce dont on parle, c'est qu'en tout cas, pour ce demi-siècle, on voit à peu près les technos susceptibles d'être mobilisés. Et ces technos ne conduisent pas à occulter la question, ne modifie pas très sensiblement, disons, l'équation qui est le cycle du combustible, qui est la gestion des déchets, etc., etc. Et la fusion Oui. nucléaire, c'est quelque chose qui est complètement, enfin, c'est de la science-fiction justement, ou c'est quelque chose qui peut arriver un jour, ou beaucoup Alors, trop c'est tard, je sais pas. quelque chose qui peut, je vais dire prudemment, c'est quelque chose qui peut arriver un jour, mais qui n'arrivera pas par rapport à ce que sont nos échéances. Et nos échéances, c'est qu'il faut, au niveau mondial, avoir brisé la courbe des émissions de gaz à effet de serre qui a continué à augmenter d'1 à 2% l'an dernier. Et il faut inverser cette courbe rapidement. Et ensuite, il faut, donc dans les années à venir, ensuite, il faut la faire plonger. Et idéalement, il faudrait être à zéro émission nette en 2030. Voilà. Mais pour En vous, du coup, est-ce qu'il 2050, faut pardon. garder une Pardon, part de... excusez-moi. Pardon, Excusez-moi. excuse-moi. En 2050, et Mm. ça, on sait à peu près avec quelle technologie on peut le faire. Et il n'y aura rien dans tout ça qui soit les technologies de rupture issues du nucléaire. Ça peut être le cas dans la deuxième partie du siècle, et notamment au travers de la fusion nucléaire, mais personne de sérieux ne vous dira que ça interviendra avant et avant, slash massivement.
Moi, Donc, ça fait 50 ans que je m'occupe de ces sujets et depuis 50 ans, on nous dit que la fusion, c'est pour dans 30 ans. Voilà, donc on est toujours pour dans 30 ans, au mieux. voilà, oui, ça, c'est une blague récurrente sur toute une série de sujets en disant ça vaut aussi pour l'hydrogène. Les gens qui ont connu le cycle d'engouement pour l'hydrogène dans les années 70 disent l'hydrogène est une énergie d'avenir, grosso modo, et a vocation à le rester. Ça peut être le cas pour la fusion. Je Et pour doute. vous, est-ce qu'il faut conserver une petite partie de nucléaire quand même, ou est-ce que pour vous, l'idéal, ce serait quand même qu'il n'y en ait plus du tout à l'horizon 2050? À l'horizon 2050, non, 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 non. Enfin, en tout cas, euh, à Dans le l'horizon, monde idéal. dans un monde idéal, à l'horizon 2050, moi, je connais pas de scénario qui permette à la maille mondiale d'arriver à net zéro et dans lesquels il n'y ait pas un peu quelque part de nucléaire. Ce qu'on peut espérer en revanche, c'est que les générations qui nous suivront aient une palette de choix bien plus large que celle qu'on a eue. Voilà, du fait du progrès technique, pas simplement de l'éventuel recours à la fusion qui, dans l'état actuel des choses, me paraît tout de même encore assez hypothétique, mais parce que on aura, notamment sur les renouvelables, sur l'efficacité, sur toute une série de choses qu'on n'a pas nécessairement à l'heure actuelle à l'esprit, il y aura on sera passé finalement, et c'est l'essentiel quand même d'un monde à dominante carbonée. 80% du bilan énergétique mondial aujourd'hui est fondé sur pétrole, charbon et gaz, à une utilisation qui sera très marginale au milieu de ce siècle. Et le nucléaire prendra une part non négligeable, mais qui ne sera pas transformante dans cette transition. Et comme on aura beaucoup investi dans des tas d'autres domaines, eh bien, il y aura sans doute un débat, un portefeuille de technologies décarbonées plus vaste que ça n'est le cas à l'heure actuelle, évidemment. Et je suis incapable de dire si on aura une focalisation à ce moment-là qui perdurera sur le nucléaire à certains endroits, y compris chez nous. On oublie aussi de dire que les travaux de recherche dans le domaine de la fission ne sont pas terminés et qu'il y a Bien une sûr. quatrième génération de réacteurs Oui. qui est en tout cas dans les cartons et qui sont à peu près tous des réacteurs, des surgénérateurs. Les plus anciens nous verront venir avec les gros sabots, mais c'est quand même un moyen qu'avaient imaginé les ingénieurs français du CEA de réduire significativement le stock de déchets à haute activité vie longue, en espérant peut-être, si les lois de la physique le permettent, qu'on soit totalement autonome en matière de production de combustible. Mais ça n'a pas marché, comme disait l'autre. Alors, ça n'a pas marché pour différentes raisons, mais à nouveau, moi, j'essaie de me situer. Je connais bien cette histoire, notamment parce qu'il y a des gens dans mon labo avant que je le rejoigne qui étaient au cœur de cette affaire et autour d'André Giraud notamment. Donc on connaît bien tout ça. Moi j'ai une approche qui est très pragmatique, hein, qui procède, enfin qui consiste en tout cas à ne pas mélanger les technos susceptibles d'avoir un impact sur la deuxième partie du siècle et de considérer que on peut finalement faire des paris les concernant. En face de la R&D, qui est des budgets qui permettent d'aller dans ce sens, pourquoi pas, mais qui ne doivent pas nous détourner de ce que sont les urgences. On a parlé d'une partie des urgences au travers du nouveau cycle du nucléaire, mais les urgences des urgences, encore une fois, c'est quel volume de renouvelables additionnels on pourra mettre sur le réseau d'ici 2030. Une dernière question peut-être de Laure Voilà. Sur le prix du combustible, je la vois la question. Alors, bon, donc là, la question, je ne sais pas si tout le monde la voit, donc je lis la question de Laure. On n'a pas du tout parlé du facteur prix du combustible. Que peut-on en dire, tant sur le plan géopolitique qu'économique? Alors là, on a une slide qui va nous permettre d'éclairer ce point. J'y arrive. Cette slide, elle est là. Le nucléaire, si on prend, ça varie finalement relativement peu selon le coût du capital. Comment dire? Les coûts fixes surdéterminent tout.
Et donc, on ne peut pas être à la fois sous la tyrannie des coûts fixes et des coûts variables. Alors qu'au contraire, dans une centrale à gaz qui va tout surdéterminer, bah, c'est le prix du gaz. Donc, c'est une question qui évidemment est importante, mais qui ne modifie pas la donne du point de vue du coût du kilowattheure délivré in fine, à la différence du gaz, un peu moins du charbon. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, oui, c'est la géopolitique. Alors évidemment, c'est un vrai sujet, surtout que mon point de départ, c'était quand même de dire que tout ça s'inscrit dans un monde très complexe et qu'il est sur le plan des fossiles, qu'il n'est pas forcément beaucoup moins sur le plan, disons, de, du sourcing en matière d'uranium. Ce qu'on peut simplement dire et qui, à mes yeux, est un point essentiel, c'est qu'il ne faut pas confondre le gaz, le pétrole et le nucléaire, hein. Pour le pétrole, on est membre de l'AIE, on a devant nous un stock de 3 mois. L'intérêt de l'uranium, c'est que ça peut se stocker et qu'en toute hypothèse, dans le cadre d'une crise, l'économie se retrouve pas à l'arrêt au bout de quelques mois. Voilà, c'est un élément de différenciation, mais évidemment, la plupart des pays susceptibles de nous vendre de l'uranium sont pas des pays démocratiques slash très sympathiques. Donc oui, on a un sujet de vigilance, mais qui se compare plutôt avantageusement avec un certain nombre d'autres filières. Et puis même dans les renouvelables, la question voilà, des minerais critiques et toute une série de tensions susceptibles d'apparaître dans les chaînes d'approvisionnement doivent également être prises au sérieux, et y compris pour le nucléaire, évidemment. Merci. Je vous propose de mettre un terme à cette séance d'aujourd'hui en remerciant vivement Patrice Geoffron qui nous a accordé presque 2 heures. C'est beaucoup. Avec plaisir. Et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de ce sujet dans les mois qui viennent parce que le débat est loin d'être clos. Merci à vous toutes et vous tous et je vous souhaite une très bonne journée.